Bien, bonjour. Alors, j'hésite encore sur la formule, parce que vous voyez, je n'ai pas réussi à terminer la dernière fois le programme de ma séance. Je vais le poursuivre dans cette séance-ci. Et au fond, je m'interroge, est-ce que vous préférez plus de séances d'une heure qui fassent donc 1h30 ou moins de séances qui fassent 2 heures? C'est deux solutions possibles. Alors je vais faire un sondage sauvage à main levée qui est en faveur de l'idée d'avoir moins de séances mais faisant 2 heures et qui est en faveur de plus de séances d'1h30. Donc solution A, moins de séances mais faisant 2 heures. Ah oui, c'est assez net. Et donc l'inverse, plus de séances d'1h30. Oh là là, c'est moitié-moitié. Bon. Et pas de séance du tout. Bon, eh bien, je vais encore réfléchir. C'est peut-être en fait une réflexion sur moi-même, sur mes capacités à tenir les temps. Voilà. Donc, ce que je vais essayer de faire l'an prochain, là nous sommes exactement à la moitié des cours, mais ce que je vais essayer de faire l'an prochain, c'est d'avoir un horaire un petit peu plus humain. Je sais que certains d'entre vous se lèvent très tôt le matin pour arriver jusqu'ici, et donc je vais essayer d'avoir un horaire un peu plus décalé dans la matinée. Donc, nous allons poursuivre ce que j'avais commencé la dernière fois. C'était un cours sur le droit de la nationalité, vous vous souvenez, le sang, le sol, qui au fond pouvait être subsumé sous une catégorie plus générale qui était celle du temps que l'on passe, de la durée que l'on passe en France. Et je crois que c'est intéressant d'avoir tout de même une vision comparative, une vision internationale de la façon dont se répartissent les différents, un certain nombre de données. Alors d'abord, ici, j'ai toujours en utilisant le fameux outil lexicographique dont je suis un infatigable, un inlassable propagandiste, quand vous regardez, et on peut le faire sur un GramViewer, la fréquence de ius soli, ou ius soli, on peut l'écrire avec un I et avec un J, dans 4 langues, vous voyez que le français a beaucoup plus eu recours à cette notion, parce que c'est une notion qui est vraiment beaucoup plus importante en droit français, c'est vraiment très net, avec la pointe des années 1880 qui aboutit à la loi de 1889, qui va donc définitivement consolider le droit du sol en France. Mais il y a aussi toute une réflexion sur le droit du sol pendant la guerre de 14, c'est vraiment très net. Et puis ça a ressurgi à la fin des années 80, début des années 90, lorsqu'on a remis en cause le droit du sol et son automaticité. Mais vous voyez que les Allemands ont également eu une réflexion importante sur le droit du sol, et notamment dans la période récente, puisque les Allemands, en 2000, ont adopté finalement le droit du sol, alors qu'ils avaient essentiellement un droit du sang jusqu'à présent, et ceci apparaît très bien dans la mesure des fréquences relatives des mots à travers cette source. Alors que côté britannique, américain, eh bien, très peu de manifestations, tout ça est cohérent du fait que ces pays ont finalement un droit du sol immédiat, très, très puissant, qu'ils n'ont jamais remis en cause, et donc il y a très peu de discussions sur le sujet. Et voilà, quand on regarde les fréquences de ius sanguinis, le droit du sang, c'est très très proche des courbes du droit du sol. La discussion porte évidemment sur les deux concepts simultanément. Donc c'est assez frappant de voir évidemment la tension qui existe sans cesse en France entre les deux types de droits. Et au fond, la solution actuelle qui est la combinaison des deux, qui est une combinaison des deux. Et défaire, comme le réclame quand même une partie des politiques depuis quelques décennies, défaire tout ce qui a été construit en 1803, en 1851, en 1889, quand même, ça ne va pas de soi. Il faut quand même en mesurer toutes les conséquences. Mais on va regarder maintenant comment tout ceci se répartit au niveau mondial. Alors, il se trouve qu'il existe une base de données qui s'appelle GlobalSeat,
qui est maintenue par l'Institut universitaire européen de Florence. Et un jeune chercheur, Jean-François Mignot, a publié sur le site de la Vie des idées en octobre 2019, donc il n'y a pas très longtemps, a publié, je ne sais pas qui joue avec la lumière, a publié un bilan, une cartographie de... on se croirait dans une salle de spectacle, la boum, comme on disait dans ma jeunesse, je trahis mon âge en disant ça. Bon, donc vous voyez, alors c'est intéressant cette carte puisque donc Jean-François Mignot, c'est un article de 3-4 pages auquel vous pouvez vous référer très aisément puisque c'est le site de la Vie des idées. Et vous voyez que, alors, dans l'hémisphère ouest, comme disent les Américains, hein, ils utilisent beaucoup cette notion de l'hémisphère ouest qui comprend les Amériques et éventuellement le Pacifique. Dans l'hémisphère ouest, eh bien, la plupart des pays ont un droit du sol inconditionnel, c'est-à-dire que le simple fait d'être né dans le pays fait de vous un citoyen du pays en question. Après, il y a des variantes, on peut le refuser à sa majorité ou l'accepter, on le confirmer ou non, mais enfin, il suffit d'être de passage, de naître de passage dans ces pays-là pour devenir aussitôt un citoyen américain, canadien, mexicain, brésilien, etc. Donc c'est vraiment très net. Et là, on voit le Nouveau Monde comme terre de colonisation qui, évidemment, est tout entier. C'est ce que disait Patrick Weil, il y a une corrélation entre le profil migratoire d'un pays et le droit de la citoyenneté. Les grands pays de colonisation, eh bien évidemment, privilégient le droit du sol, puisque c'est comme ça qu'ils pensent grossir leur population et assimiler les nouveaux venus. Vous voyez que l'Europe et plus l'Australie, alors je crois que j'ai mis... Oui, voilà. Donc, il y a un droit du sang uniquement dans les pays asiatiques, en Chine, en Inde, dans une bonne partie de l'Afrique. C'est également le cas de l'Algérie. Dans toute l'Europe orientale, c'est essentiellement la nationalité s'hérite. Elle s'hérite par les deux parents. Et également dans le monde arabe, mais nous allons voir en quoi il se signale du reste. Donc, droit du sang et droit du sol immédiat, oui, alors ce qui est important, c'est qu'il y a de toute façon un droit du sang partout. Cette carte, c'est sur fond de droit du sang, y a-t-il aussi un droit du sol? Aux États-Unis, est américain tout enfant d'américain. Mais le fait pour un étranger ou une étrangère de mettre au monde un enfant sur le sol américain va faire de cet enfant un citoyen américain. Donc, partout existe le droit du sang, mais sur fond de droit du sang s'ajoute ou pas un droit du sol. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Nous avons un droit du sang, avec en plus des différentes formes de droit du sol. Eh bien, mais ce droit du sol, vous voyez, dans l'hémisphère ouest, est un droit du sol immédiat. On n'attend pas la majorité pour acquérir la nationalité du pays où l'on est né. Le droit du sang, donc, s'accompagne d'un droit du sol qui est différé. Alors, différé, c'est l'expression que j'utilise. Jean-François Mignot, dans sa légende, dit un droit du sol conditionnel. C'est-à-dire qu'il y a des conditions à respecter, il faut être né sur place, il faut y avoir vécu un certain temps, il faut y vivre encore au moment de la transformation, enfin, et puis il peut y avoir parfois d'autres conditions. Et s'ajoute ici ce qu'il a appelé un ius sanguinis discriminatoire à l'égard des femmes. Alors, parce que la nationalité s'hérite par le père et pas par la mère. Les femmes ne transmettent pas la nationalité, en cas de couple mixte, les femmes ne transmettent pas la nationalité dans le monde arabe. Et là, c'est assez révélateur. L'auteur, tout de suite, dans sa légende, titre « Ius sanguinis discriminatoire à l'égard des femmes ». Il émet, d'une certaine manière, un jugement de valeur. Mais moi qui ai longtemps étudié les questions de parenté, dans une époque relativement récente, on aurait dit tout simplement, c'est ce que j'ai mis là, droit du sang patrilinéaire. Il y a en Afrique, quand on regarde en détail, groupe après groupe, au Cameroun il y en a 400, quand on regarde, eh bien, vous avez certains groupes qui transmettent un certain nombre
de caractéristiques de propriété, d'appartenance rituelle à des confréries, etc., en ligne paternelle, d'autres qui le font en ligne maternelle, et vous avez beaucoup de groupes qui ont des systèmes bilatéraux, une espèce de division du travail. Le pouvoir se transmet par les hommes, mais l'héritage va se transmettre par les femmes. Enfin, vous avez toute la combinaison possible, y compris en Afrique. Mais là, donc, vous avez une influence évidemment très nette du droit de la famille. Et au fond, réfléchissez, malgré toutes les tentatives de réforme qui ont été faites, nous continuons encore de transmettre le patronyme en ligne masculine, le patronyme venant de là, et on a beau ajouter le matronyme, enfin ça se fait très peu, et nous résistons farouchement. Donc il y a un certain nombre d'éléments qui s'héritent encore, comme le nom, sur une seule ligne. Donc dans le monde arabe, arabo-musulman, mais vous voyez que ça n'est pas le cas de l'Algérie, ça n'est pas non plus le cas de la Turquie, et pas davantage de l'Afrique du Sud ou d'une bonne partie de l'Afrique centrale. Il y a donc ce droit du sang patrilinéaire. Voilà comment se répartissent un peu mondialement les différentes choses. Alors on va regarder un petit peu ce qui se passe dans le monde arabe, plus précisément, comment accède-t-on à la nationalité ou pas. Et je vais... nous avons déjà dans un séminaire accueilli Delphine Pagès El-Karoui, qui nous a raconté, décrit le cas extraordinaire de Dubaï, 95% d'étrangers dans la capitale, à Dubaï. Et que se passe-t-il dans le monde arabe? C'est très très difficile d'acquérir la nationalité de ces pays. Les obstacles sont absolument considérables. Donc c'est intéressant évidemment de réfléchir à l'acquisition, au mode d'acquisition de la nationalité dans les pays européens, dans les pays occidentaux, mais il faut bien voir qu'il y a des zones entières du monde où il est à peu près impossible, c'est extrêmement difficile d'acquérir la nationalité, on va le voir en détail. Donc ici, vous avez une carte que j'ai empruntée aux Clés du Moyen-Orient, qui est un site intéressant sur toutes les populations étrangères qui vivent dans les pays du Golfe arabo-persique. Et je vais prendre l'exemple, alors de façon générale, dans ces pays-là, dans les pays du Golfe Persique, enfin ils sont réunis dans ce qu'on appelle le Conseil de coopération du Golfe, dont le Qatar a été exclu récemment, mais enfin, il n'y a pas d'instance d'intégration, il n'y a pas d'administration chargée de veiller à l'intégration des immigrés, alors que ce sont les pays du monde qui ont le plus d'immigrés dans leur population, de très loin. Ça va de 40 à 90%, je vous le rappelle. Là, j'ai mis 30 à 95%. L'Arabie saoudite, on ne sait pas trop, c'est 30, 40, enfin, c'est difficile. L'idée, c'est que les immigrés sont de passage. Or, quand on regarde les durées moyennes de séjour, et c'est ce que nous disait Delphine Pagès, ça commence à être long maintenant, les durées de séjour des travailleurs étrangers dans ces pays-là. Ça peut faire 6, 7, 8 ans selon les pays. Alors, une source du blocage, c'est le statut utilisé pour contrôler, le statut qui est donc fait, qui est réservé aux immigrés et qui permet de les contrôler, c'est le fameux statut de la kafala. Alors, il faut voir que la kafala, ça désigne deux choses dans la langue arabe. Il y a d'une part, c'est l'origine du mot, un système de confiage d'enfants qui n'est pas vraiment une adoption, qui pourrait s'assimiler à une adoption non plénière, comme l'adoption simple chez nous, qui ne rompt pas les liens de filiation initiaux. Donc, il y a le droit de la famille musulman, mais quand il s'agit de l'immigration, ça désigne un système de sponsor, de garant qui est en même temps un contrôleur, une personne qui exerce un contrôle extrêmement drastique. Ça va souvent jusqu'à la confiscation durable du passeport. C'est vraiment un contrôle très, très drastique. Il y a Alors, un article assez ancien, mais extrêmement détaillé, c'est celui de Gilbert Boger dans la REMI, c'est la Revue européenne des migrations internationales, qui est éditée à Poitiers, qu'on trouve en ligne. Donc, vous pouvez très bien trouver en ligne
l'article de Gilbert Bauger, qui est un des plus précis qu'on ait sur le système de la kafala. L'origine est un peu controversée, mais enfin, en gros, il semble que c'était d'abord une coutume des Bédouins qui vivaient en Arabie saoudite, qui étaient employés comme main-d'œuvre pour construire les pipelines, et ensuite ce système de garants, de sponsors appliqués à la main-d'œuvre bédouine a été généralisé aux étrangers et a pris une dimension considérable. Le kafil, donc c'est la même racine que kafala, c'est le tuteur, c'est le garant, et c'est un service qui doit être rétribué par l'entreprise. Les grandes entreprises nationales françaises établies en Arabie saoudite rétribuent assez lourdement, d'ailleurs, rétribuent les kafils, les tuteurs. On n'a pas le droit de changer de kafil. Si vous voulez en changer, il faut quitter le pays et y revenir, ce qui est quand même une exigence très dure. Et donc, du coup, et il y a beaucoup de controverses là-dessus maintenant, y compris à l'intérieur de ces pays, c'est quand même une entrave à la mobilité interne. Difficile de changer d'entreprise, de passer d'un chantier à l'autre, par exemple, aisément, parce que ce serait changer de garant. Un kafil peut sponsoriser des milliers de personnes, 10 000, 20 000 jusqu'à certains. Alors il y a des lois récemment qui ont essayé de limiter le nombre d'immigrés sponsorisés par les kafils, mais vous voyez que c'est devenu une véritable industrie. Être kafil, c'est un métier rentable dans les pays en question, et du coup, ces privilèges sont souvent réservés à des gens plus ou moins proches des familles régnantes. La famille royale en Arabie saoudite, c'est toute une population, c'est quelque chose de considérable. Le résultat, c'est que le système de la kafala segmente le marché du travail, il le segmente par secteur, il le segmente souvent par pays d'origine, souvent par les types de capitaux qui sont engagés, et donc le degré de proximité avec la famille régnante. Donc, une grande entreprise comme Engie, par exemple, ou comme Schlumberger, va essayer d'avoir un kafil au plus près de la famille régnante pour avoir les meilleures garanties et les choses les plus solides. Ça fait partie du travail d'implantation dans ces pays-là. Bon, ça évolue et il y a beaucoup d'interrogations sur le maintien de ce système. Il y a des ports francs. Souvent, la plupart des ports sont des ports francs et là, on suspend la kafala. Vous voyez, ça ressemble un peu à la façon dont l'Ancien Régime français avait géré tous les ports, vous vous souvenez, les zones étrangères. Il y avait Bayonne, Marseille, Dunkerque, Strasbourg, tout ça, c'était des ports francs. Et parce qu'il faut bien commercer avec le monde extérieur et on ne peut pas s'enfermer dans son propre système. Et puis le Qatar a annoncé en octobre 2019, avec beaucoup de solennité, qu'il avait décidé d'abolir la kafala et de libéraliser le marché du travail. Et il a fait cette annonce à la suite de toute une activité faite en commun avec le Bureau international, enfin l'Office international du travail. Donc c'est une initiative intéressante. Il l'a fait aussi dans la perspective de la Coupe du monde de football qui est prévue en 2022, je crois, si mes souvenirs sont bons. Donc ce système est très très rigide. Il cloisonne l'immigration, il lui interdit d'avoir accès aux droits civils et évidemment aussi à la citoyenneté. Donc c'est un des principaux facteurs de blocage qui empêche l'accès à la nationalité dans les pays du Golfe. Alors on va prendre l'exemple des Émirats arabes unis, parce que j'ai trouvé un ouvrage qui traite de ce cas-là, Offshore Citizens, donc les citoyens offshore, et le statut temporaire permanent dans le Golfe. Ces migrants sont des migrants temporaires, mais ils sont en permanence temporaire. C'est ça que suggère le titre, puisque c'est reconduit d'année en année, etc. Comment peut-on avoir accès à la citoyenneté dans un pays comme les Émirats? Alors, les Émirats, c'est un pays fédéral. Il y a plusieurs Émirats. Bon, ça complique un peu le tableau, mais bon. Eh bien, il n'y a que le ius sanguinis, le droit du sang, a patre, c'est-à-dire via le père, donc le droit du sang patrilinéaire.
Pour devenir citoyen, pour acquérir la nationalité des pays des Émirats, eh bien, il faut résider. Alors, il y a plusieurs solutions. On peut résider sans discontinuer de 1925 à 1972. Ça, c'est pour des familles qui étaient très anciennement établies et avant que les Émirats deviennent les Émirats. Donc, ça, c'est un peu un aspect historique. Mais sinon, il faut être né de père émirati, quel que soit le lieu de naissance, ou bien être né de mère émirati, ou bien n'avoir aucune filiation paternelle reconnue. Et puis, une autre possibilité, c'est être né dans les Émirats de parents inconnus. Bon, voilà un peu les... voilà. Donc, c'est vraiment une application stricte du droit du sang, et quand on ne peut pas appliquer le droit du sang, parce que les parents sont inconnus, à ce moment-là, oui, on accepte une intégration possible dans la citoyenneté. Alors, en cas de couple mixte, eh bien, si la mère est émirati et le père étranger, on peut demander la nationalité émirati à l'âge de 18 ans. Et en octobre 2017, oui, parce qu'il y a eu toute une réflexion des Émirats, il faudrait quand même défendre l'identité émirati dans un pays où il y a 90% de la population qui est immigrée. Donc il y a un programme un peu théorique de reconquête, en quelque sorte, de l'identité nationale, et qui s'accompagne d'un certain nombre de mesures démographiques. Et alors là, pour intégrer davantage d'immigrés d'origine arabe, finalement, il y a une mesure qui a consisté, en octobre 2017, vous voyez, c'est tout récent, à étendre le ius sanguinis au côté maternel. Voilà, l'idée, c'est de renforcer la part des citoyens émiratis dans la population face aux autres étrangers. Donc, vous voyez un système qui s'ouvre un tout petit peu, mais enfin qui est extrêmement fermé. Alors, toujours dans les Émirats, il y a une loi fédérale en 1972. On peut être naturalisé émirat à condition que, d'abord, d'être de culture arabe, d'avoir séjourné de façon continue pendant au moins 10 ans si vous êtes un immigré des pays arabes. Donc il y a il y a des cercles concentriques. Et si vous êtes musulman arabophone, mais immigré venant d'autres pays, c'est 30 ans. C'est 30 ans. Oui, là, pour les immigrés, 10 ans, c'est pour les immigrés des pays arabes du Golfe, c'est ce que j'ai oublié de mentionner. Et 30 ans, c'est si vous êtes arabe, mais d'un pays qui n'est pas du Golfe. Donc il y a une hiérarchie qui est faite. Et de toute façon, il y a une enquête de moralité, ça vous le trouvez dans beaucoup de pays, y compris chez nous, et ne pas avoir été condamné pour les atteintes à l'honneur ou à l'honnêteté. Alors, dans la pratique, et l'auteur de cette étude a interviewé un certain nombre de fonctionnaires qui se chargent de ces cas-là. Donc, les immigrés arabes qui ne viennent pas du Golfe donc, doivent attendre 30 ans et non 10. Voilà, c'est ce que j'avais commencé à vous dire. Et puis, si vous venez d'un autre État des Émirats, puisque c'est un État fédéral, il faut attendre 7 ans, alors que simplement parce que vous êtes d'un autre Émirat à l'intérieur des Émirats. Bon. Les critères, c'est l'assimilation complète de la culture émirati, langage, valeurs, culture, mode de vie. Il faut connaître l'histoire du pays. Bon, elle n'est pas très longue, mais il faut la... et puis, de préférence, c'est un critère qui, au dire des fonctionnaires interrogés par Madame Laurie, avoir déjà des enfants nés sur place. Vous voyez que ce sont quand même des conditions extrêmement drastiques. La personne naturalisée doit faire allégeance au souverain. Alors, si vous devenez, par exemple, citoyen canadien, vous devez aussi prêter serment de fidélité à la reine d'Angleterre. Dans les régimes... dans les royaumes, c'est assez courant. Mais il faut renoncer à la nationalité antérieure. Il y a une phrase qui est souvent citée, que l'allégeance est une condition de la naturalisation. Alors voilà, Charles Tajnis. Donc la procédure est complètement opaque. Quels sont exactement les critères d'éligibilité, les critères de sélection, et sur quel formulaire remplir tout ça, comment mesure-t-on le degré d'assimilation? C'est vraiment par connaissance personnelle, par familiarisation avec la famille régnante que vous finissez par le savoir. Il est interdit de recourir à un avocat pour une raison fondamentale, c'est que
l'acquisition de la nationalité, c'est un sujet, c'est un thème de sécurité nationale, et par conséquent, ça ne peut pas se régler juste par une procédure administrative, et par ailleurs, la déchéance de nationalité est toujours possible. Alors là, je vous décris un cas, mais on peut généraliser à quasiment tous les pays du Golfe, qui sont les pays du monde qui ont le plus d'immigration. J'insiste beaucoup sur cet exemple parce que je le trouve quand même très intéressant. Alors, regardons un petit peu comment se distribuent les pays du monde quand on regarde, par exemple, la durée nécessaire de séjour dans le pays avant de pouvoir demander une naturalisation. Là, on n'est plus dans le cas du droit du sang, du droit du sol. Il s'agit donc des étrangers qui sont installés. Combien d'années doivent-ils attendre pour avoir le droit de postuler, de demander la naturalisation? Et ceci figure dans cette base de données tout à fait intéressante, GlobalSeat, utilisée par Jean-François Mignot dans la carte que je vous ai montrée tout à l'heure. Et on voit mais finalement, d'abord, donc vous avez le nombre d'années à l'horizontale et à la verticale, le nombre de pays, et vous voyez qu'il y a d'abord une attraction pour les multiples de 5, qui montre aussi le caractère arbitraire de tout ça. Pourquoi 5 est-il mieux que 4 ou 6 ou 7? Pourquoi 10 et pas 11? Enfin bon, là, vous voyez, il y a l'attraction pour les chiffres ronds. C'est quelque chose que les statisticiens connaissent bien. Quand les pyramides des âges sont calculées à partir des déclarations des âges et non pas du calcul d'après l'année de naissance, eh bien, vous avez une pyramide complètement hérissée qui surreprésente fortement tous les multiples de 5 et encore plus les multiples de 10 dans les âges. Bon, là, c'est... Alors, quels sont ces pays? Comment se distribuent-ils? Vous avez 70 pays qui demandent qu'on attende 5 années avant de pouvoir postuler la naturalisation. La France fait partie de ces 70 pays, les États-Unis aussi, mais on trouve des pays comme la Turquie, l'Iran, l'Indonésie, enfin, il y a un peu tous les continents qui sont représentés. Ça, c'est de loin le cas majoritaire. Les pays qui demandent d'attendre 10 ans, ce qui est quand même long, 10 ans avant de pouvoir demander la naturalisation, eh bien, l'Espagne, l'Italie, l'Autriche en font partie. L'Europe du Sud est assez présente là-dedans. Alors, regardons les autres pays. Eh bien, c'est sans surprise en Amérique latine, dans ces terres de colonisation, qu'on a essayé d'attirer le plus de monde, y compris pour la naturalisation. Donc le Pérou et l'Argentine font partie des 4 pays où il faut attendre seulement 2 ans. Israël, la Serbie, la Pologne et l'Arménie, il faut attendre 3 ans seulement. Bon, Israël, c'est compliqué en plus parce que, oui, à propos du caractère patrilinéaire ou matrilinéaire de la nationalité, vous savez qu'en Israël, il y a tout un débat. On est juif quand on est de mère juive, ça c'est la définition du rabbinat, mais pour l'État d'Israël, cette définition ne vaut pas, et il suffit d'avoir donc il y a un droit du sang bilatéral, et donc vous avez une partie de la population israélienne qui est juive pour l'État, mais pas juive pour le rabbinat. Or, le rabbinat est en charge de l'organisation des mariages, par exemple, d'où le fait qu'un nombre important d'Israéliens non reconnus comme juifs par le rabbinat soient obligés d'aller se marier à Chypre, par exemple. Il y a toute une industrie du mariage israélien à Chypre pour faire en sorte que les personnes puissent se marier. Et puis une fois qu'elles rentrent en Israël, là, l'État valide les mariages qui ont déjà été effectués à l'étranger. Bon, vous voyez, pourrait-on parler, comme Jean-François Mignot le fait à propos du monde arabe, de discrimination dans la succession matrilinéaire de la nationalité en Israël? Oui, si on appliquait effectivement les normes d'égalité de traitement entre les genres, eh bien oui, c'est discriminatoire évidemment de favoriser uniquement la transmission de la nationalité par la mère. Mais là aussi c'est compliqué parce que je continue un peu ma digression. En fait, le système juif traditionnel, il est bilatéral. Il est bilatéral dans le sens qu'il y a l'idée que c'est le père qui transmet la connaissance des rites, qui transmet la religion, qui éduque les enfants et notamment les fils dans la religion, et c'est la mère qui va effectuer un certain nombre de rituels et qui va transmettre la nationalité. Il y a un peu l'idée qu'il y a un partage des tâches
entre père et mère dans la transmission de la religion. Donc si vous considérez la chose de ce point de vue-là, ce partage des tâches, est-il inégalitaire, est-il discriminatoire ou pas, on peut en douter, ça se discute. Vous voyez, selon le point de vue qu'on adopte, on peut avoir sur ces questions-là des jugements très, très variables. Donc je vous offre toutes les solutions et puis vous faites votre... vous formez votre avis, vous tirez votre conclusion. Voilà, alors continuons l'exploration. Donc Israël ne demande que 3 ans d'attente pour acquérir la nationalité. C'est compréhensible parce qu'Israël veut attirer évidemment les populations juives qui viennent de Russie, qui viennent d'Europe, qui viennent de tous les pays. Et l'idée de faire attendre trop longtemps ces personnes serait un peu absurde dans le cas d'un pays dont la population s'accroît beaucoup par l'apport extérieur. Dans les pays où il faut attendre 4 ans, vous avez le Brésil, l'Australie, le Pakistan, vous voyez que c'est assez variable. Mais le Brésil ou l'Australie, on est toujours dans le système un peu du nouveau monde désireux d'attirer la population. L'Algérie, c'est 7 ans, mais la Grèce également. La Norvège, de façon assez surprenante, réclame un temps d'attente assez long. L'Allemagne, c'est donc 8 ans. Et il y a 8 pays qui font ça. L'Inde et la Suisse, c'est 11 ans et 12 ans. Alors la Suisse, bon, devenir suisse, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué parce que c'est une adoption, en réalité. C'est une adoption par la commune, une adoption par le canton et une adoption par le pays. Hein. Et il faut avoir des garants, etc. Donc c'est un vrai... Je me souviens d'une interview de Yehudi Menuhin, le grand violoniste américain. Yehudi Menuhin est né à New York, mais il avait fondé en Suisse un festival qui a duré des décennies. Et il a raconté un jour comment il a réussi à devenir suisse. Il a fallu un temps considérable parce qu'il fallait être patronné par toutes les instances municipales, cantonales, fédérales pour obtenir la nationalité suisse. Bon, ça s'est peut-être un peu simplifié depuis l'époque dont parlait Yehudi Menuhin, mais je ne suis pas sûr. L'Inde, 11 ans, c'est une durée d'attente assez longue. Après, bon, il y a des cas un peu étranges, vous voyez, et là c'est surtout en Afrique, dans les pays musulmans, au Bhoutan, Brunei, Koweït, Oman, il faut attendre 20 ans, Bahreïn, Qatar, 25 ans. Dans les Émirats, dont on vient de parler, 30 ans, on l'a vu, sauf si vous êtes d'un autre pays du Golfe ou d'un autre émirat de la Fédération. Là, vous avez encore un cas, la Guinée équatoriale, il faut attendre 40 ans. Bon, quel sens ça a? Ça veut dire quasiment jamais. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a toute une série de pays, et là, je ne suis pas sûr qu'ils soient seulement au nombre de 6, c'est ce qui apparaît en tout cas dans la base Global Site. Vous avez un certain nombre de pays où il n'y a pas de naturalisation du tout. Et donc, on n'a pas de durée d'attente prévue. Et ces pays, ce ne sont pas n'importe lesquels, car vous avez la Chine là-dedans. On ne peut pas devenir chinois. Il n'y a pas de droit de la naturalisation prévu pour devenir chinois. Et c'est le cas en Corée du Nord, c'est le cas au Népal, c'est le cas au Sri Lanka, mais aussi au Liban. Vous ne pouvez pas devenir libanais. Alors, c'est un peu compliqué parce que c'est des pays où on peut acheter des passeports. Ce qui voilà, résout le problème d'une autre manière. Il y a un marché, il peut y avoir aussi un marché des passeports, en plus de la naturalisation. Là, on est dans des zones grises, mais vous voyez que quand même, la Chine qui fait donc une part importante de la population mondiale, c'est du genre 20%, hein, quelque chose comme ça, eh bien, il n'y a pas de possibilité de devenir chinois si on ne l'est pas déjà. Voilà un peu le tableau. Je crois que c'est quand même important de bien avoir en tête que nos débats, tout à fait passionnants, effectivement, sur l'accès à la citoyenneté, sont un peu des débats de riches, hein, sont des débats sur le degré d'ouverture qu'on peut discuter, mais il y a des pays où le degré de fermeture est quand même très fort, voire total. Bon, je vais passer à la deuxième partie de mon exposé, ce que j'ai annoncé. Alors oui, je voulais dire que, je m'en excuse un peu, mais j'ai fait refaire l'affiche
du programme des cours. Elle a été remaniée, un cours avait été annulé, un autre n'avait pas pu avoir lieu à cause de la grève, etc. On a décalé tout ça. Bon, maintenant, vous avez une nouvelle affiche, une nouvelle annonce sur le site de la succession des cours. Et là, je passe donc à la partie qui concerne, au fond, ce que j'ai annoncé, l'idéal d'intégration opposé aux réalités d'intégration. C'est une opposition que je vais en réalité traiter sur plusieurs cours, mais on va la traiter d'une façon assez particulière aujourd'hui. Et je vais commencer par l'analyse d'un document auquel j'ai fait allusion la dernière fois, qui est l'ordonnance. Alors, il y a plusieurs ordonnances. L'ordonnance du 2 novembre 1945, c'est une ordonnance donc, prise par le gouvernement d'Union nationale du général de Gaulle à la Libération, à une époque où les assemblées ne fonctionnaient pas encore, donc on a gouverné par ordonnance. Il y a plusieurs ordonnances de 1945. Celle du 2 novembre règle la question des titres de séjour, et il y a une autre ordonnance qui porte sur le droit de la nationalité. Et il se trouve que dans les histoires tout à fait passionnantes qui ont été écrites, l'histoire de la nationalité, l'histoire de la politique migratoire, j'ai cité évidemment Patrick Weil, on peut citer aussi les jeunes auteurs qui ont travaillé là-dessus, comme Sylvain Laurence, Claire Zalk, etc. Mais il y a un texte qui n'a pas été cité, parce que bon, je suis tombé dessus, je pense qu'il a été mis en ligne sur Internet assez récemment et que c'est un peu étrange parce que c'est une longue discussion, très longue discussion, qui a été prise par un sténographe de l'Assemblée nationale, qui a été mobilisé pour le coup, donc c'est une parfaite retranscription du débat, on entend la voix des personnes qui échangent là-dessus, et dans laquelle un certain nombre de personnages, de juristes, discutent des effets des ordonnances de 1945, pas seulement celle du 2 novembre, mais aussi celle qui porte sur la nationalité. Et là-dedans, on a des personnages assez variés. Et c'est toujours le mystère, cette continuité qu'il y a eu entre les années 20, la fin des années 20, la fin des années 30, Vichy, la Libération, comment des personnages, comment des juristes, comment un personnage comme Georges Mocco, dont Patrick Weil a montré toute l'influence plus ou moins néfaste, enfin, comment ces gens-là ont-ils pu traverser toutes ces périodes et se retrouver dans des comités officiels et jouer un rôle dans la définition de la politique migratoire, alors que pour nous, Vichy est censé avoir marqué une rupture totale, la Libération, une autre rupture, etc. C'est un des grands mystères de cette histoire que j'ai déjà contribué à clarifier dans les cours précédents, en montrant par exemple que derrière les textes de loi qui sont absolument impeccables du point de vue républicain, où il n'y a aucune allusion à une hiérarchie ethnique, eh bien, en réalité, dans les décrets d'application ou dans les motivations ou dans les textes d'accompagnement rédigés parfois par le ministre de la Justice lui-même, il y a des références tout à fait expresses au degré d'assimilation. On cite des nationalités qui sont assimilables plus que d'autres. Il y a la notion de race qui intervient, etc. Mais évidemment, sous Vichy, des censures ont disparu et la référence expresse à la race a évidemment pu se donner libre cours sous Vichy, mais ça ne veut pas dire qu'elle n'imprégnait pas les cerveaux des juristes, des commentateurs de doctrine, des hauts fonctionnaires, etc., pendant toutes ces périodes, comme l'a très bien montré Sylvain Laurence, complétant ainsi des indications déjà très précises de Patrick Weil. Alors, on va revoir un petit peu tout ça, et cette discussion est intéressante pour ce que je viens de vous dire là. Elle est intéressante aussi parce qu'elle montre à quel point les argumentaires en faveur d'une politique de migration mettent en tension un principe démographique. On a besoin d'accroître notre population, et là, du coup, il faut un peu rabaisser les exigences en matière de critères, parce que ça, c'est important. Mais il y a aussi les critères d'assimilabilité culturelle, etc., qui interviennent. Et puis, il y a un critère qui n'est pas celui de la démographie, mais qui est simplement celui de la pénurie de main-d'œuvre qu'il faut combler. Et donc, à chaque fois, vous allez avoir les argumentaires du ministère du Travail, du ministère de la Justice. Il y a un haut comité de la population et de la famille
qui est le successeur d'une entité qui existait déjà dans les années 30, mais que De Gaulle a confirmé, et dont Georges Mocco, M-A-U-C-O, dont Georges Mocco va être le secrétaire général, et toutes ces entités luttent entre elles, vont cesser de lutter avant la guerre, pendant la guerre et après. C'est ça qui est tout à fait étonnant. Et ces argumentaires, ils sont là, affrontés dans cette discussion entre d'éminents juristes qui appartiennent tous à l'association, au Comité français, qui est une association de 1901, du droit international privé, le DIP. Et en mars 1946, première réunion de ce comité qui avait été suspendu sous Vichy, première réunion, on va discuter des ordonnances de 1945, des conditions dans lesquelles elles ont été prises et de leur contenu. Qui dirige la discussion? Un certain Jean-Paulin Niboyet, qui était professeur de droit international privé à la faculté de droit de Paris. C'est une sommité. Il a écrit un des grands manuels de référence en 1938. Et ce manuel a été étudié par les jeunes auteurs que sont Linda Guéry, que l'on a entendu dans un séminaire par Claire Zalgue, mais aussi par Serge Slama, qui est un juriste, mais un juriste intéressé à l'histoire. Et ils ont tous noté que le traité de Jean-Paulin Niboyet avait des passages antisémites tout à fait explicites qui ont été supprimés dans la réédition d'après-guerre. Donc voilà quelqu'un qui a continué de faire carrière pendant toute la période de Vichy, sans trop de problèmes, et c'est lui qui présidait en 1938 le Comité français de droit international privé. Il va être bientôt remplacé à la faveur d'un remaniement. Vous avez un autre personnage qui en est très proche, maître Henri de Cugis, qui avait présidé le comité précédemment, et qui sera connu aussi parce qu'il va être un des initiateurs de la grande enquête sur le niveau intellectuel des enfants d'âge scolaire, qui a été initiée par la Fondation Carrel pendant la guerre, qui va être poursuivie par l'INED dans les années 1945 et suivantes. Et ça avait été fondé par Henri Vallon avant la guerre. Donc voilà le genre d'institution qui est fondée avant la guerre, qui continue pendant la guerre et qui se poursuit ensuite. Il faut étudier les déficiences intellectuelles des enfants, il faut appliquer les tests de Binet, etc. Et ça a donné naissance à la grande enquête sur le niveau intellectuel des enfants d'âge scolaire, qui est une des premières enquêtes, étudiant d'ailleurs l'influence du milieu social des parents sur les performances scolaires des enfants. Bon. Mais De Cugis est vraiment, se situe totalement dans la sphère vraiment raciste, enfin des personnes qui sont particulièrement attachées à différencier les catégories d'étrangers selon leur degré d'assimilabilité. Et ces gens-là voisinent dans le même comité, et ça c'est toujours des choses qui me paraissent étonnantes a posteriori, avec d'authentiques résistants. Alors il y a Henri Mazot, autre professeur de droit international privé, c'est l'oncle de Pierre Mazot, le député qui sera ensuite président du Conseil constitutionnel, René Cassin, en personne, dont nous allons longuement parler, et qui au moment de cette discussion est le nouveau président du Conseil d'État. Je crois qu'on ne disait pas encore vice-président à l'époque. Et puis Raymond Sarraute, qui va intervenir dans la discussion. Il est avocat de la CGT, il est avocat du CADI, qui est un comité de résistants étrangers, qui fédère des résistants étrangers. Il va reprendre, je vais vous en parler, les arguments démographiques de Sauvy. Il est très proche d'Alfred Sauvy. Et Sarraute, eh bien, c'est l'homme qui a donné son nom à Nathalie Sarraute, puisqu'il a épousé en 1925 Natalia Tcherniak, qui est devenue donc l'écrivaine Nathalie Sarraute. Voilà, donc, vous voyez, c'est ce groupe de personnages assez étonnant. Je ne cite là que les principaux protagonistes de la discussion, et nous allons entrer là-dedans. Alors, je vais lire comme ça, utiliser quelques extraits de cette... Donc ça se trouve sur Internet maintenant. Mais évidemment, à l'époque où Patrick Weil a fait ses études, ce texte n'était pas encore disponible. On ne pouvait pas imaginer que c'était dans ce genre de revue qu'on allait trouver des renseignements sur la façon dont le Conseil d'État a examiné l'ordonnance de 1945, car c'est ça un des sujets. Alors, la séance est ouverte par le président, par Jean-Paulin Niboyet, dont j'ai suffisamment parlé.
Et il nous dit, bon, cette ordonnance est très bien, mais enfin, elle a été faite très vite, elle n'a pas tout pris en considération. Et il évoque d'emblée le fait que certains services d'immigration, ils visent le ministère du Travail, sont obnubilés par la question du travail, de la nécessité de la main-d'œuvre, la pénurie de main-d'œuvre. Or, la politique d'immigration n'est pas seulement une question de main-d'œuvre, c'est un des éléments du régime démographique du pays. Ça, c'est quelque chose que Sauvy, dans un article dont je vais parler tout à l'heure, c'est une chose sur laquelle Sauvy insistait beaucoup. Bon, c'est très bien de faire venir des étrangers pour combler la pénurie de main-d'œuvre, mais ce serait bien de raisonner encore à plus long terme. Nous sommes en situation de péril démographique, et si on pouvait profiter de l'immigration pour rajeunir la France et stabiliser sa population, on ferait d'une pierre deux coups. Donc il y a une distinction très nette qui est faite entre la politique migratoire comme politique économique, comme politique visant à accroître la main-d'œuvre. Et on craint beaucoup à cette époque-là que, par exemple, tous les mineurs polonais qui travaillent dans nos mines ne repartent. Ce serait une catastrophe s'ils repartaient. Il faut absolument les maintenir et puis il faut en faire venir d'autres. Donc on distingue bien une politique économique d'une politique démographique. On a eu dans notre pays deux moments précis où vraiment il y a une politique démographique d'immigration. C'était la loi de 1927, je vous en ai déjà parlé, c'était un argument très fort. Elle naturalise de façon très large parce que l'argument, c'est qu'il faut attirer des étrangers et accroître la population française. On en a besoin aussi pour tenir le territoire algérien. Je vous avais lu cette citation. L'autre moment, c'est 1945. Et c'est à une époque où le baby-boom, qui pourtant a déjà commencé, n'est pas encore connu. Il faudra 2 ans à peu près aux démographes de l'INED pour mesurer la réalité du baby-boom, et peut-être 3 ans même à Sauvy, qui niait la réalité du baby-boom. Il pensait que le mouvement, le surcroît de naissance qu'on observait après la guerre, c'était juste un rattrapage d'après-guerre, comme ce qu'on avait observé après la guerre de 14, et que ça n'allait pas durer, que c'était simplement le retour des prisonniers, par exemple, qui avait relancé un peu la fécondité. Mais l'idée qu'on allait s'engager dans un mouvement mondial de rebond, d'augmentation de la fécondité, ce n'était pas prévu. Ça a pris de court tous les démographes. Et je peux vous dire que ce sont les jeunes chercheurs de l'INED, notamment Jean Bourgeois-Pichat, qui ont s'est adressés à Sauvy et qui ont dit mais non, monsieur le directeur, il y a un vrai changement de comportement des Français. Et d'ailleurs, ça a l'air de se passer de la même façon dans les pays étrangers. Alors l'INED, avant que n'existe la division de la population des Nations Unies qui a été créée seulement en 1956, l'INED se lance dans une enquête internationale, envoie un questionnaire à peu près tous les pays du monde qui avaient des services démographiques ou des services du travail ou des ministères capables de répondre. Et c'est à la suite d'une enquête internationale que l'INED a conclu à la réalité du baby-boom et à sa quasi-omniprésence dans les pays occidentaux, des États-Unis à l'Australie, il n'y a que l'Allemagne qui échappait à ça, parce que l'Allemagne a eu un baby-boom très court, très tardif, uniquement au milieu des années 60, mais tous les autres pays occidentaux ont eu un baby. Alors qu'en France, le baby-boom, c'est impressionnant. C'est quand même, alors qu'on avait 600 000 naissances, à peu près, par an, voilà que tout à coup, on en a 800 000. C'est, dans la seule année 46, 200 000 naissances de plus que l'année précédente. Vous imaginez l'impact sur les écoles, sur les logements, etc., dans les années qui ont suivi. Et ceci a duré 30 ans. Donc, ce surcroît de fécondité lié au baby-boom. Mais à l'époque dont nous parlons, on n'a pas conscience de la réalité du baby-boom. D'ailleurs, le mot lui-même n'existe pas. C'est un mot journalistique qui avait été lancé assez tardivement. C'est seulement dans les années 60 qu'on va vraiment utiliser la formule baby-boom. Je vous le signale. L'INED, dans le premier article où il constate l'augmentation de la fécondité, parle de la soudaine augmentation de la productivité des mariages. Voilà. Alors, donc, voilà ce juriste,
un professeur de droit international privé, qui s'intéresse évidemment par définition beaucoup à la situation de la famille, qui dit, mais écoutez, certains services d'immigration sont obnubilés par la question du travail, de la main-d'œuvre, etc., mais la politique d'immigration n'est pas seulement une question de main-d'œuvre, c'est un des éléments du régime démographique du pays. Et là, il rejoint une préoccupation qui était très, très générale, comme l'a montré notamment Paul-André Rosenthal. L'immigration à l'heure actuelle, poursuit Niboyer, n'a pas seulement pour but de nous donner des travailleurs, on ne peut pas s'offrir le luxe de les faire venir, de les renvoyer, de les faire revenir, ce n'est pas une matière comme une marchandise qu'on fait voyager sans cesse d'un pays à l'autre. Il faut se rendre compte que l'immigration est faite pour nous aider dans une certaine mesure, mais cette question est une nécessité vitale pour notre pays si, à l'heure actuelle, nous avons, et si nous n'avions pas eu dans le passé une législation susceptible d'assimiler largement les étrangers, la population française à l'heure actuelle serait d'environ 3 ou 4 millions d'habitants en moins. Donc il attribue un maintien de la population, on était 45 millions à peu près à l'époque, à notamment la loi de naturalisation de 1927 qui a permis d'assimiler un apport étranger important. Vous voyez le très grand danger, et alors tout ça est très alarmiste, et toute la discussion est sur ce ton. Si par exemple on compare le chiffre de la population française avec ce qu'il était au début du XIXe siècle, on trouve une augmentation de 15 millions, dans laquelle nous ne sommes à peu près pour rien. Il y a environ 10 à 11 millions qui proviennent du vieillissement de la population. Alors ça c'est très fort, savoir que déjà à l'époque une augmentation de la population pouvait provenir du vieillissement de la population, c'est-à-dire de l'allongement de la vie. Et il y a 3 ou 4 millions qui sont produits par l'immigration. J'ai été stupéfait de trouver ce passage dans ce texte, parce que l'opération consistant à calculer qu'est-ce qui, dans l'augmentation d'une population, est lié à l'immigration, au vieillissement ou au surcroît de fécondité, ce n'est pas des calculs très fréquents, et on les a refaits surtout à partir des années 80 en France, mais Sauvy s'était déjà intéressé à la question, et je pense que là, il y a l'influence d'Alfred Sauvy dans ce genre de considération. Il sera d'ailleurs cité expressément tout à l'heure. Voilà. Et Niboyer conclut, je voudrais qu'on ait finalement en France une politique raisonnée, pas spasmodique, pas saccadée, qu'on sache où on doit aller, qu'on construise quelque chose à longue échéance. Donc l'idée d'une politique démographique, c'est quelque chose de stable, de durable, alors qu'une politique économique de main-d'œuvre, ça dépend de la conjoncture et des variations de la conjoncture. Bon, ça c'est un premier point de vue, mais Maître de Cugis, la deuxième personne citée, lui dit, il y a le problème de l'assimilabilité. On ne peut quand même pas prendre n'importe qui simplement pour des raisons démographiques. Et vous voyez que vous vous souvenez que dans les années qui ont précédé la dernière guerre, des groupements d'allogènes extrêmement compacts s'étaient formés dans des régions différentes, notamment dans le sud-ouest. Ils s'installaient avec des colonies, au sens propre du mot, à l'intérieur de notre pays. Ils avaient leurs consuls, leurs prêtres, leurs écoles. Bref, c'était un petit État dans le grand État. Alors là, ils visent des communautés italiennes, des communautés polonaises aussi, et vous voyez qu'elles avaient beau être catholiques, ils viennent avec leurs prêtres, et non pas les nôtres. Et déjà, c'était un État dans l'État, c'était des groupements d'allogènes, des colonies au sens propre du mot. Donc ça, c'est tout le thème que j'aborderai dans un cours prochain du séparatisme, la peur du communautarisme, la peur des sociétés à part, qui est une hantise très ancienne. Elle ressurgit très fortement en ce moment, mais elle est en réalité très ancienne et elle pouvait tout à fait viser des groupements catholiques. C'est ça qui est fascinant quand on lit ces textes anciens. Ceci n'est pas admissible. Je crois qu'une politique de la nationalité doit permettre aux éléments étrangers qui nous sont sympathiques de venir s'assimiler à notre génie, se croiser avec des Français par des mariages, et de cette façon, nous pourrons véritablement assimiler les éléments qui nous entourent, dont beaucoup sont de races voisines de la nôtre, et peuvent former d'excellents éléments. Ça, et évidemment, ça nous fait sourire maintenant, mais enfin, à l'époque, vous voyez que c'est une argumentation qui existait déjà dans les années 20, qu'on retrouve dans le texte d'accompagnement du ministre de la Justice de la loi de 1927, c'est exactement ça, qu'on va retrouver évidemment sous Vichy, complètement, mais qu'on retrouve encore en 1945, là on est en mars 1946, dans la discussion.
Donc voilà le point de vue de Maître de Cugis. Alors, il faut bien que nous en soyons réduits à cette extrémité, puisque notre natalité est extrêmement déficiente depuis 3/4 de siècle au moins. Donc l'idée, certes, il y a l'argument démographique, certes, nous avons besoin d'assimiler des étrangers, bon, il vaut mieux assimiler les plus proches, mais enfin, tout ça n'est qu'un pis-aller, si on pouvait s'en passer, ce serait quand même mieux, mais vous voyez la façon dont entre en collision, si j'ose dire, l'argument démographique et l'argument de l'assimilation, c'est que bon, c'était celui qui était exposé pour la loi de 1927. On est bien obligé de faire rapidement une assimilation de droit, même si on n'est pas encore sûr que l'assimilation de fait soit réalisée. Donc là, évidemment, c'est un peu contre notre gré. Il faut bien que nous en soyons réduits à cette extrémité. Voilà. Et il continue, il faut que le pays adopte une politique qui sera résolument orientée dans le sens de l'assimilation, mais d'une assimilation prudente. Et c'est exactement l'expression utilisée par le ministre de la Justice en 1927 pour justifier la loi. Alors, le président Niboyer dit, bon, très bien tout ça, mais nous avons là parmi nous le président du Conseil d'État, M. René Cassin, qu'en pense-t-il ? Et voilà, je voudrais que Monsieur le Président nous dise quelle est sa conception, qui engage tellement l'avenir de la politique générale. Et Niboyer dit, au fond, il y a deux positions. La position sévère, parce que l'étranger est un étranger, parce que nous en avons beaucoup chez nous, parce qu'il faut se protéger. Et il y a une autre politique. Nous avons besoin de l'étranger. L'étranger nous apporte un enrichissement par son travail, par sa présence dans la population. Dans les étrangers, il se glissera forcément quelques éléments indésirables. Il n'y a pas de société sans brebis galeuses. Mais à un moment donné, je crois que nous sommes à ce point, et c'est toujours le président Niboyer qui parle, il faut prendre parti sur une certaine politique, ou la politique de xénophobie, ou au contraire, la politique de bienveillance, d'indulgence, d'ailleurs égoïste au fond, car elle est dans notre intérêt à l'égard des étrangers. Donc, vous voyez comment il pose le dilemme. Et il s'adresse au président Cassin. Qu'en pensez-vous ? Alors, Cassin dit, écoutez, moi je vais vous parler à titre personnel, parce qu'en réalité, au Conseil d'État, nous avons examiné le texte de l'ordonnance de 1945, mais ce n'était pas moi le responsable. Le président de la commission, c'était un certain c'était Léon Julliot de la Morandière, authentique résistant, lui aussi, qui avait tout un passé, qui a été un conseiller, semble-t-il, après le témoignage de sa petite fille, conseiller juridique du général de Gaulle pendant la Résistance, président de la commission de réforme du Code civil et nommé doyen de la faculté de droit de Paris en 1944 à la suite de son engagement dans la Résistance. Donc vous voyez, c'est lui qui va présider le comité du Conseil d'État chargé d'examiner l'ordonnance de 1945. On dit souvent que c'est Cassin qui, au Conseil d'État, a pris la décision. D'autres personnages sont intervenus et Cassin commence par dire ça. Et il précise, et ça, c'est pour ça qu'en réalité, les historiens qui ont travaillé sur ces questions-là n'ont pas grand-chose à se mettre sous la dent, parce que le Conseil d'État n'a laissé aucune trace des délibérations sur l'ordonnance de 1945. On a des notes des ministères, on a des projets du haut comité de la population, on a des réactions de ministres, etc. Mais on a juste la décision du Conseil d'État, mais on n'a pas de délibération, parce que tout simplement, il n'y a pas eu de procès-verbaux. Alors Cassin dit, nos délibérations n'ont pas laissé de procès-verbaux détaillés, mais elles sont expressives d'un certain sentiment. Et il explique qu'on a voulu abolir les barrières absolument iniques et arbitraires que le décret du 12 novembre 1938 avait créé. Alors ça, c'est les décrets d'Aladier, qui avaient strictement, drastiquement réglementé le droit des séjours. C'est aussi l'époque où vous avez toutes les interdictions professionnelles qui vont se multiplier. C'est la période la plus xénophobe de notre histoire, en dehors de la guerre proprement dite, c'est 1938, et donc il y a l'idée de vouloir abolir les barrières qui avaient été créées à cette époque. Et là, il fait une allusion très intéressante, je dirais même mieux, le travail qui a été fait, c'est de disjoindre du projet qui nous avait été présenté par le Haut Comité de la population
un grand nombre de dispositions qui préjugeaient aussi au sujet des droits civils de choses plus ou moins raisonnables, mais qui n'avaient pas été suffisamment étudiées. Et il n'en dit pas plus, parce que c'est quelqu'un de courtois, il sait dans quel espace il parle, il a affaire à des gens qui n'ont pas du tout suivi la même trajectoire que lui, mais c'est la seule allusion que j'ai trouvée, parce qu'on dit souvent, le Haut Comité de la population avait un projet, ce projet était très orienté par le secrétaire général qui était Georges Mocco. Ce projet avait beaucoup séduit le général de Gaulle dans un premier temps. Et il y a même une note du général de Gaulle qui en reprend les termes et qui dit il va falloir veiller à ce que désormais on favorise plutôt les Nordiques. Alors on cite des citoyens de pays nordiques qui avaient peu de chances de migrer en France, du genre les pays nordiques, les Allemands, les Néerlandais, etc., et éviter les Méditerranéens, il y en a déjà de trop. C'était en gros, et c'est une note qui a été signée par le général de Gaulle et le ministre de la Justice de l'époque, Paul-Henri Tedgen, va négliger cette note, va expliquer que ce sont tout simplement des indications qui peuvent être utiles, mais qu'il faut étudier les implications en termes d'ordre public, etc. Alors là, il y a un problème très intéressant, c'est que Patrick Weil, dans son premier livre sur l'histoire de la politique migratoire, et dans son deuxième livre sur Qu'est-ce qu'un Français, revient à chaque fois sur ces deux épisodes. Il explique, le chapitre de second livre s'appelle « La crise ethnique de la politique migratoire française », mais il montre que des ministres comme de l'Intérieur, de la Santé, du Travail, etc., se sont opposés à toutes les mesures de distinction ethnique qui avait été proposé par le Haut Comité de la population. Patrick Weil en déduit que c'est au nom de principes républicains que ce refus des ministères a été énoncé, mais en réalité, on n'a aucun texte où parodie, où les ministres en question, ou Tedgen, dit écoutez, les droits de l'homme nous interdisent d'eux. Aucun texte ne dit ça. Il n'y a jamais de référence aux droits de l'homme ou même à des principes républicains. C'est Patrick Weil qui déduit de l'échec des propositions ethniques le fait qu'il y a un esprit républicain qui l'a emporté. Or, on a toute une série de textes qui, dans la haute fonction publique, dans les directions d'administration centrale de l'époque, montrent l'absence de l'esprit républicain sur toutes ces questions-là. Donc, c'est quelque chose d'un peu... Et donc, Patrick Weil, évidemment, salue la décision du Conseil d'État, mais ne pouvait citer à cette époque-là aucun texte dans lequel des principes auraient été invoqués pour justifier le rejet de ces propositions qui avaient eu l'aval du général de Gaulle dans un premier temps. Et on sait simplement que le projet du Haut Comité de la population n'a pas été suivi. D'ailleurs, plusieurs des interlocuteurs de cette discussion s'en plaignent et disent c'est vraiment dommage qu'on n'ait pas suivi, ils avaient beaucoup travaillé, etc. Mais ça a été écarté par les ministères d'une part et par le Conseil d'État de l'autre. Cassin d'ailleurs fait allusion dans un autre passage au fait que tous ces ministères sont en guerre les uns contre les autres. Et du Conseil d'État n'a pas pour fonction de mettre d'accord entre les ministères. Il y a une bataille là, donc nous, on a préféré ne pas entrer dans cette bataille et affirmer des principes simples. Voilà. Donc ça aussi, c'est très intéressant. Il y a cette tension sur la politique migratoire est souvent incarnée par des ministères qui ont des intérêts différents. Et je peux vous dire que c'est encore aujourd'hui le cas. Même si les termes du débat, évidemment, ne sont pas identiques. Donc voilà une première déclaration de Cassin, et ensuite il aborde directement, il répond à la question du président Nimboyer. Alors, politique xénophobe ou politique bienveillante, hein, qu'est-ce qu'il faut choisir? Vous me demandez si certains d'entre nous, le Conseil d'État en fait, pensent que la France doit adopter l'attitude d'autodéfense vis-à-vis des éléments étrangers, ou doit au contraire penser au nombre des hommes valides dont elle a besoin pour créer des foyers et consolider la position nationale. Ici, je ne peux pas parler au nom de la commission permanente, donc la commission permanente du Conseil d'État dirigée par le doyen de la Morandière. Je ne pourrais parler qu'à mon point de vue. Il est catégoriquement dans le second sens. Pas d'autodéfense, mais prise en compte de la question démographico-économique, finalement. Mais il va tout de même au-delà de tout ça, puisqu'il dit « La France a été de tout temps
le carrefour d'hommes venus de toutes les régions. Il lui est impossible, vu ses traditions d'une part, et vu ses conditions démographiques de l'autre, et vous voyez la combinaison de deux types d'argumentaires, de ne pas faire une politique saine, largement ouverte à tous les étrangers qui voudront lui apporter leur concours, et dont beaucoup, tout en restant fidèles mentalement à leur pays d'origine, veulent devenir de loyaux citoyens de la France. Et donc là, un texte assez fort, parce que l'idée qu'on peut devenir un loyal citoyen de la France sans renier son pays d'origine, tout en y restant fidèle mentalement, ce n'est pas du tout une idée répandue à l'époque. Je vous prie de croire, quand on lit les textes de l'époque, c'est quand même très nouveau, mais ça ménage quand même effectivement l'argument économique ou sociodémographique, puisque ces gens-là vont nous apporter leur concours. Il y a une vision utilitariste de l'immigration qui se combine à une vision, je dirais, droit de l'homme, même si elle est... voilà. Et il poursuit, René Cassin poursuit, nous pouvons parfaitement avoir des fils d'Italiens, d'Espagnols et des fils d'autres nations chez nous. Alors évidemment, on cite des pays voisins. Les Polonais ne sont pas cités, les Algériens ne sont pas encore des étrangers à l'époque. Bon. Nous pouvons parfaitement avoir des fils d'Italiens, d'Espagnols et des fils d'autres nations chez nous qui seront de bons citoyens français sans exiger d'eux la haine de leur origine. Nous devons évidemment adapter aussi bien notre législation des droits civils et notre législation d'attente que notre législation de la naturalisation à cette tendance. Et je crois que l'expérience de Vichy a prouvé que toute autre mesure tendant sous prétexte de race française pure à chasser des hommes et des femmes qui ne demandent qu'à vivre sur notre sol loyalement fera de nous, je le dis, non pas seulement la risée de l'Europe au point de vue de la puissance, mais même nous enlèvera ce que nous avons toujours eu, c'est la réputation de la nation accueillante, qui est un centre de civilisation et qui fera son bien non pas pour elle toute seule, mais pour tous les autres pays du monde. Voilà la déclaration de Cassin sur la politique migratoire de la France. Et c'est un texte extraordinaire qui n'apparaît jamais dans aucune histoire de la politique migratoire, parce qu'effectivement, il fallait le dénicher de derrière les fagots. C'est le problème des sources. Voilà. Alors, attendez, je suis en train de revenir en arrière. Bon, un mot quand même, plusieurs mots sur René Cassin. Donc, on est à cette époque-là, avant tout le travail qu'il va faire pour contribuer à la rédaction de la Déclaration universelle des droits de l'homme, dont on a fêté donc l'anniversaire il y a quelques années, puisqu'elle a été signée en 1948. Donc, c'est l'an dernier il y a 2 ans qu'on a fêté son 60e anniversaire. Vous savez qu'il a travaillé là-dessus avec plusieurs personnages. Là, vous reconnaissez Eleanor Roosevelt, qui est la veuve de Roosevelt à l'époque. Et c'est au Palais de Chaillot que, après un très grand nombre de séances, la Déclaration universelle des droits de l'homme a été signée. Il faut quand même dire, parce que notre cocorico national ou international doit être modulé, qu'il est certes le rédacteur de la version finale, mais qu'il y a eu un comité de rédaction avec des personnalités qui sont toutes intéressantes. Il y a bien sûr Eleanor Roosevelt, qui préside la commission chargée de rédiger la Déclaration universelle des droits de l'homme. Il y a un Chinois tout à fait étonnant, Peng Chung-yang, ou P.C. Chang, c'est comme ça qu'on le nomme habituellement, qui est un philosophe, spécialiste de théâtre, diplomate, et qui, lui, insiste beaucoup sur le fait que cette Déclaration universelle des droits de l'homme ne doit pas être strictement européenne, il faut qu'elle se décentre, il faut qu'elle inclue les traditions culturelles étrangères, notamment asiatiques, et c'est à cause de son insistance que, contrairement à ce que certains pays avaient suggéré, on évite toute mention de Dieu, bon, ça pas très surprenant, mais même de la nature, pour fonder un droit universel de l'homme. Et il œuvre pour une synthèse entre la philosophie des Lumières et la philosophie chinoise. Il va citer Mencius, il va citer Confucius, etc., comme des apports à la sagesse universelle. Voilà le rôle qu'il a joué. Un autre personnage important, c'est Charles Malik, ou Charles Habib Malik, qui lui aussi était philosophe, qui est le rapporteur de la commission,
Et lui, il va défendre strictement le droit à changer de religion. C'est un grec orthodoxe. Il va d'ailleurs, dans la dernière partie de sa vie, devenir quasiment un théologien orthodoxe. Mais à cette époque-là, ce n'est pas le personnage qu'il incarne. Et le droit à changer de religion, ça va être la raison principale pour laquelle l'Arabie saoudite va refuser de souscrire à la Déclaration universelle des droits de l'homme. Parce qu'évidemment, il n'est pas question, en Arabie saoudite, qu'on laisse à chacun le droit de changer librement de religion. Donc voilà, et bien Charles Habib Habib Malik a joué un rôle important ici. Et puis, un personnage important aussi, c'est John Peters Humphrey, qui était Canada, qui était parfaitement anglophone et francophone, et qui du coup a contribué à réunir un peu les différentes traditions juridiques. Il est le président fondateur par la suite d'Amnesty International, et il est chef de la division des droits de l'homme au secrétariat de l'ONU. Il va rédiger un projet préliminaire de la rédaction qui a plus de 400 pages, qui est un document extrêmement intéressant sur l'ensemble des critères et des choses à prendre en considération avant de rédiger une déclaration des droits de l'homme. C'est pour ça que lorsqu'un certain nombre de gens, encore récemment, disent mais il faudrait nous sortir de la Déclaration universelle des droits de l'homme, reprendre notre liberté, renégocier notre entrée, enfin, il faut voir le travail. C'est des dizaines et des dizaines de sessions. C'est plus d'une centaine de pays. C'est un travail universel qui a été accompli. René Cassin a joué un rôle très important, c'est évident, mais il n'aurait jamais pu faire ça tout seul. Et il y a eu un énorme travail international et pas simplement européen, c'est ça qui est important, vous voyez. Alors, il y a eu quelques autres rédacteurs dans le comité de rédaction. Il y a un russe, il fallait bien. Et un des gros problèmes, c'était comment faire une déclaration universelle qui puisse satisfaire les Russes. Les Russes, finalement, se sont abstenus. C'est un des rares pays qui s'est abstenu au moment de la déclaration, au moment de la signature. Parce que concilier les droits de l'homme avec le système marxiste-socialiste, c'était quand même pas évident. Et René Cassin déploie des trésors de diplomatie pour faire en sorte que ce soit possible, mais ça n'a pas suffi. Voilà donc certains de ces personnages, Peng Shung-Chang, Charles Habib Malik et John Peter Humphrey. Cassin, c'est un personnage quand même assez intéressant, et là, il y a plusieurs livres, très bons livres qui ont été faits sur Cassin, il y en a 3 ou 4, mais peut-être le plus intéressant pour notre propos, c'est celui d'Antoine Pro et Jay Winter, qui sont 2 grands historiens de la guerre de 14, comme vous le savez sans doute, et qui ont écrit un livre sur René Cassin, parce que Cassin, c'est d'abord un ancien combattant de la guerre de 14. Il a été gravement blessé à la guerre de 14. Toute sa vie, il va porter un corset et il va devenir le président de la principale fédération des mutilés de la guerre de 14. Et c'est à la suite de cette fonction de président des associations de mutilés de la guerre de 14 qu'il va se retrouver à Genève, où il va représenter les associations de mutilés à la SDN, à la Société des Nations. C'est comme ça qu'il entame sa carrière internationale, si vous voulez. En même temps, il était juge, évidemment, c'est un juriste. C'est une famille juive qui a la particularité de combiner au moins 3 origines juives différentes. Il est né à Bayonne. Alors, les juifs de Bayonne étaient des juifs particulièrement intégrés dans l'économie nationale, même avant Napoléon. Mais il a aussi, par sa mère, des origines des juifs de l'Est et du comtat vénécin. Donc il représente une sorte de synthèse des principales communautés juives qui existaient en France et qui étaient très très différentes les unes des autres. Et toute sa vie, l'expérience de la guerre de 14 va lui donner la conviction profonde que l'individu doit primer sur l'État. Il a une pensée qui est quand même s'il est conscient qu'il faut ménager les choses, mais il a une pensée qui est fondamentalement anti-étatique, qui en tout cas est considérée aujourd'hui par un certain nombre de critiques rétrospectifs de la Déclaration universelle des droits de l'homme comme trop super-étatique, voire anti-étatique, alors qu'évidemment l'ordre international, de fait, est un ordre interétatique et qu'il faut faire, on le voit bien tous les jours, voilà. Donc là, je vous cite Gilles Le Breton, professeur de droit, dans un cahier
une revue, je crois que elle est à Caen, qui est typique de la critique qui est faite aujourd'hui de la doctrine de Cassin, son idéal juste naturaliste, c'est-à-dire invoquer un droit naturel qui définit le statut de tout individu par rapport à un positivisme volontariste qui miserait sur les États. Pour Cassin, bien qu'il ait eu une carrière au Conseil d'État, qu'il ait fait une carrière dans tous les organismes d'État, etc., il y a quand même fondamentalement l'idée que l'individu doit finalement primer sur l'État, dont il a lui-même vécu finalement. Et il a aussi évidemment une caractéristique fondamentale, c'est qu'une semaine après l'appel du 18 juin, il rejoint De Gaulle. Il fuit, il quitte toutes les fonctions officielles déjà importantes qu'il avait et il rejoint le général de Gaulle une semaine après l'appel du 18 juin. Il est condamné à mort par contumace et privé de sa nationalité, comme tous ceux qui ont rejoint le général de Gaulle dans les premiers temps, y compris de Gaulle lui-même. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que malgré ces positions très anti-étatiques et malgré... il est quand même réaliste et il va déployer pendant tout le travail de rédaction de la Déclaration universelle des droits de l'homme des talents de diplomate qu'il avait aussi. Et notamment, il va justifier dans un cours qu'il donne à l'Académie de droit international de La Haye, qui est une des grandes instances où se rencontrent et se forment les juristes internationaux, il va expliquer que oui, la Déclaration universelle des droits de l'homme, dont je rappelle qu'elle n'est pas juridiquement contraignante. C'est comme le Global Compact, le pacte sur l'immigration, elle n'est pas contraignante. Elle sert de référence, et elle sert de référence très forte, mais elle n'y a pas de... Et elle n'aurait jamais pu être signée si elle avait été vraiment contraignante pour les États. C'est un point important à rappeler. Et il dit, ben oui, la Déclaration des droits de l'homme ne reconnaît le droit à quitter son pays, mais pas le droit à s'installer dans n'importe quel pays. Il n'y a pas de liberté absolue de la migration. C'est ce que, évidemment, regrettent beaucoup les défenseurs des droits de l'homme actuellement, mais dans la DUDH, non, vous n'avez pas ça. La Déclaration ne reconnaît explicitement de différence en faveur du national par rapport à l'étranger que pour le droit de revenir dans son pays, pour celui de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays ou d'accéder dans des conditions d'égalité aux fonctions publiques. Donc, il cite les articles. À la vérité, on ne saurait oublier que, alors ça c'est une formule juridique typique pour rappeler qu'il y a une restriction à laquelle on n'a pas pu échapper. À la vérité, on ne saurait oublier d'une part que la Déclaration a elle-même limité son bénéfice aux droits et libertés qu'elle proclame comme fondamentaux, droits parmi lesquels ne figurent pas actuellement la libre immigration et le libre établissement, notamment le droit à l'accès et au séjour. Donc ça, c'est quelque chose qui a encore été réaffirmé par le Conseil d'État français dans la grande décision de juillet 1993, qui est considérée actuellement comme étant la clé de voûte du droit d'immigration. Certes, les étrangers sont des hommes, mais il y aura toujours une différence entre étrangers et nationaux. Voilà ce que dit notre droit. Et l'État est tout à fait fondé à vérifier la légalité du droit de séjour et à en prendre les moyens, et donc notamment à demander les papiers aux étrangers, à contrôler le droit de séjour. Le Conseil constitutionnel a pris cette décision en juillet 1993 à la suite d'une saisie du Parti socialiste qui disait c'est contraire aux droits de l'homme de demander aux étrangers leurs papiers. Et le Conseil constitutionnel il dit ben non, un étranger, certes. Alors la rédaction de l'avis du Conseil constitutionnel consiste à dire certes, la Déclaration universelle des droits de l'homme dit ceci, certes, la Convention internationale des droits de l'enfant, certes, la Convention de New York, etc., défend les droits des étrangers, le droit de vivre en famille, le droit d'aller et venir, le droit là, mais il n'en reste pas moins que l'étranger sera toujours un étranger différent du national et qu'à ce titre, chaque pays a le droit de vérifier la réalité du séjour. Voilà. Alors évidemment, vous avez un raisonnement inverse qui consiste à dire, certes, l'étranger est un étranger, mais il n'en est pas moins un homme. Et donc à affirmer
les droits de l'humanité pour le défendre. Et ça, c'est une ambiguïté qui est un peu complexe. Certains juristes, je pense à Jean Matringe, professeur de droit à Paris 1, dit par exemple, au fond, il n'y a quasiment pas de droit de l'étranger. Il y a un droit de non-refoulement prévu dans la Convention de Genève, il y a des choses comme ça, assez particulières, mais il n'y a pas spécifiquement un droit de l'étranger. Si vous voulez défendre un étranger, il faut démontrer qu'il est un homme, ou une femme, enfin homme au sens générique du terme. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir le défendre, mais pas en tant qu'étranger. Vous voyez, la différence est importante. Eh bien, c'est ce que dit Cassin, hein, qui, de cette manière-là, ne révolutionne pas du tout, ne met pas en cause la souveraineté des États de ce point de vue-là. Donc, à la vérité, on ne saurait oublier d'une part que la Déclaration a elle-même limité son bénéfice aux droits et libertés qu'elle proclame comme fondamentaux, droits parmi lesquels ne figure pas actuellement la libre immigration et le libre établissement, notamment le droit à l'accès au séjour. Il n'y a pas de droit absolu au séjour. D'autre part, que les limitations des droits fondamentaux dictées par les justes exigences de l'ordre public et du bien-être dans une société démocratique peuvent se trouver en fait plus rigoureuses vis-à-vis de l'étranger que du national. Et cette phrase a été interprétée différemment. Certains disent, mais Cassin déplore cet état de choses qu'il dit là, ou Cassin, au contraire, justifie que, effectivement, ces mesures soient plus sévères envers l'étranger que le national. Il y a deux interprétations. C'est manifestement, enfin, dans la tradition juridique, la seconde qui est quand même la plus fidèle au texte. Il ne faut pas s'étonner, dit-il, qu'il y ait certains droits fondamentaux dictés par les exigences de l'ordre public et du bien-être qui, même dans une société démocratique, peuvent se trouver plus rigoureuses vis-à-vis de l'étranger que du national. Donc vous voyez que Cassin était pour le moins pragmatique, parce que c'est à la condition d'effectuer ces concessions là qu'on vient d'écrire qu'il a pu obtenir la signature de la Déclaration universelle des droits de l'homme, sans quoi elle n'aurait jamais été signée. Hein, faut bien... On ne saurait donc considérer que le progrès vers l'universalité dont témoigne la Déclaration conduise à l'uniformité du régime de l'étranger et du national. Alors, cette déclaration-là, ce texte-là, a été utilisé par Marine Le Pen. Et je vais vous dire tout à l'heure comment. Mais on va continuer la déclaration de René Cassin. La reconnaissance à tout être humain, fût-il étranger, d'un minimum imposant de droits fondamentaux constitue néanmoins la base d'un nouveau droit commun international. Donc il vient de dire, bon, on ne peut pas oublier que les droits fondamentaux sont limités, que chaque pays est quand même plus rigoureux vis-à-vis de l'étranger que du national, mais, vous voyez, ça c'est les balancements juridiques. Hein. Certes, on ne peut pas oublier que, mais quand même, il faut rappeler que. Hein, c'est ça, là. Il faut toujours lire les textes juridiques avec en étant très attentif à ces liaisons. Néanmoins, la reconnaissance à tout être humain, fût-il étranger, d'un minimum imposant de droits fondamentaux constitue néanmoins la base d'un nouveau droit commun international. C'est un levier favorable à la réduction de l'inégalité de l'étranger. Donc, vous voyez, c'est une formule qui est quand même assez... on ne va pas abolir la distinction entre étranger et national avec la Déclaration universelle des droits de l'homme, mais on apporte un levier qui est capable de réduire cette différence. Et quand on a affaire à un auteur de cette qualité, comprenez que chaque mot compte, hein, chaque nuance a son poids. À son tour, ce jus gentium, ce droit des gens, ce droit international renouvelé, est inconciliable avec le système si longtemps triomphant qui réservait aux seuls États la qualité de sujet de droit international. Il postule l'admission de l'homme au rang de membre direct de la société humaine universelle et de sujet direct du droit régissant cette société. Donc il postule cette promotion de l'individu au-dessus des États, mais enfin sans nier que la différence entre l'étranger et le national subsiste et que la déclaration est simplement là pour essayer de la réduire. Vous voyez, je crois que c'est très important d'avoir en tête tous ces considérants quand on invoque les droits de l'homme ou quand on critique les droits de l'homme en faisant comme si ils avaient été proclamés comme ça dans une espèce de ciel absolu, dans un idéal absolu. Hein. Là, vous comprenez un peu mieux le titre de cette séance. Il y a un écart entre idéal et réalité, mais Cassin n'était pas un doux idéaliste, un doux rêveur.
il avait des raisons à la fois personnelles et fondamentales de réaffirmer les droits de l'individu face aux errements des États, et il se souvenait de la guerre de 14, il a été lui-même victime de Vichy, mais pour autant, ce n'est pas quelqu'un qui travaillait comme ça dans l'absolu. Eh bien, Marine Le Pen a voulu utiliser René Cassin pour justifier la préférence nationale. En modifiant un tout petit peu le texte, pas trop finalement. Enfin, voilà le cours de La Haye que je vous ai déjà cité. Voici à droite René Cassin cité par Marine Le Pen. Alors, les gens ont débattu. Voilà. Les limitations des droits fondamentaux dictées par les exigences de l'ordre public, etc., peuvent se trouver plus rigoureuses vis-à-vis de l'étranger que le national. Donc il y a une formule un peu impersonnelle et ça devient une société démocratique peut instaurer des limitations, ce qui évidemment est plus actif de la part de la société, alors que Cassin dit non, il se peut que ces limitations soient... Enfin bon, mais c'est une nuance. Et en gros, je ne pense pas qu'on puisse, comme ça a été dit parfois, dire que Marine Le Pen a dénaturé le texte de René Cassin. En gros, le texte de René Cassin est là, mais simplement parce qu'il maintient une différence entre l'étranger et le national. Elle en tire l'argument que eh bien, la préférence nationale doit exister. Alors c'est compliqué parce que nous avons effectivement dans notre droit toute une série de mesures qui relèvent de la préférence nationale. On ne peut pas devenir fonctionnaire si on est étranger, par exemple, sauf exception. Les professeurs d'université, les professeurs de médecine, les pharmaciens, enfin, il y a quelques rares exceptions qui ont été votées au début des années 80, mais voilà par exemple une préférence nationale. La fonction publique est réservée aux nationaux. Alors, certains disent que c'est une incitation à acquérir la nationalité française pour pouvoir accéder à ces emplois. Mais vous voyez comment le... Et alors, ce qui est curieux, c'est que le même René Cassin est invoqué aussi par l'extrême droite, mais exactement au sens contraire. Et on trouve par exemple, j'ai trouvé par exemple un site d'extrême droite, vous n'êtes pas obligé de retenir son nom, mais enfin, moi, par métier, je lis tout, j'essaie de tout lire, de tous les bords. Et vous voyez que là, il y a quelqu'un qui a fait une merveilleuse découverte, il trouve c'est tout à fait en bas à gauche, dans Destin français, le nouveau livre d'Éric Zemmour, ce passage intéressant. Et Zemmour, avec son aplomb et son côté expéditif, vous résume tout ça. À la Libération, le Haut Comité consultatif de la population de la famille, dirigé par un ancien membre du Parti populaire, le PPF de Doriot. Bon, alors, c'est Georges Mocot. Georges Mocot avait été effectivement adhérent de Doriot, et Georges Mocot a été l'auteur dans la revue L'Ethnie française de Georges Montandon d'un article totalement raciste, totalement antisémite, dont Patrick Weil a révélé l'existence et que Patrick Weil a longtemps commenté. Il y a une autobiographie tardive de Mocot, parce que Mocot était aussi psychanalyste à la fin, il s'est reconverti comme psychanalyste, un personnage très étrange. Et Mocot a complètement dit, mais c'est pas moi vraiment qui ai écrit ce texte, etc. Patrick Weil a montré que d'autres textes, d'autres déclarations pendant la guerre confirmaient bien que Mocot avait une hiérarchie des étrangers, une hiérarchie des races qui était complètement formée, qui était assez répandue à l'époque, mais que lui justifiait par des considérations qui étaient à la fois scientifiques, racistes, et des considérations psychologiques. Parce que sa petite psychanalyse lui faisait expliquer, par exemple, que dans l'inconscient juif, il y avait un esprit de soumission multiséculaire qui faisait qu'ils étaient toujours dans la servitude, inutilisables, impropres au métier, etc. Enfin, c'est des textes absolument affreux que Mocot a complètement dissimulés à la Libération, dont De Gaulle n'avait pas existence quand il a confirmé la nomination de Mocot dans ce comité. Alors, d'autant que Georges Mocot était assez habile pour, dès 1943, démissionner du parti de Doriot et entrer dans la résistance, et il a participé à la libération de je ne sais plus quelle ville. Patrick Weil raconte tout ça dans l'article qu'il a consacré à Georges Mocot. Donc Zemmour est au courant de tout ça. Mocot devient un personnage dont on parle beaucoup pour la libération, et Zemmour
dit qu'en plus, dans le Haut Conseil de la population et de la famille, qui y avait-il? Il y avait Robert Debré, il y avait Alfred Sauvy, il y avait des gens très bien, enfin c'était très disparate, mais c'est comme ce comité de droit privé international, hein, on trouve, c'est très étrange, toutes les coexistences qu'on... Voilà. Donc, je reprends la lecture de Zemmour dénichée par ce site d'extrême droite. À la Libération, le HCPF, dirigé par Mocco, recommande encore au service de l'immigration de tenir compte de considérations ethniques, sanitaires, démographiques et géographiques. Le comité plaide alors en faveur d'une immigration familiale d'origine européenne, proche de ce qu'il appelle l'ethnie française. Le ministre de la Santé publique et de la Population, Pierre Pflimlin, l'approuve. De Gaulle, devenu président du gouvernement provisoire, dans une lettre à René Pleven, trouve qu'il y a déjà beaucoup trop de Méditerranéens dans la composition du peuple français. Alors ça, c'était le texte que Mocco avait réussi à faire signer par le général de Gaulle, et souhaite qu'on favorise une immigration venue du nord de l'Europe. Il aurait fallu faire venir des Norvégiens, des Suédois, des Finlandais. C'est cité hein, dans le texte, c'est très drôle. C'est le Conseil d'État, présidé alors par René Cassin lui-même, qui rejette l'avis du Haut Comité. L'auteur de la future Déclaration universelle des droits de l'homme ne pouvait tolérer que la France veuille choisir parmi les étrangers qu'elle accueillait ceux qui étaient le plus facilement assimilables. C'est ainsi que débutera l'immigration des travailleurs venus d'Algérie, du Maroc et de Tunisie. Alors d'abord, c'est complètement absurde parce que les travailleurs des colonies, ils étaient déjà là. Notamment les Algériens, il y en avait au moins 100 000 déjà dans l'entre-deux-guerres, et ils avaient un droit de libre circulation en France. C'est pas le général de Gaulle, enfin c'est pas le René Cassin qui a fait ça. En plus, René Cassin, je vous l'ai dit, ne présidait pas le comité du Conseil d'État qui s'occupait de la chose, mais c'est vrai qu'il avait des principes d'ouverture tout à fait clairs. Mais ce qui est terrible, c'est la phrase qui est ajoutée par le site d'extrême droite. Le puissant René Cassin était aussi un lobbyiste, président de l'Alliance israélite universelle. Alors c'est vrai qu'il était président de l'Alliance israélite universelle, il était dans des quantités d'associations, mais le puissant René Cassin, quand il fait ça, 2 ans auparavant, il avait été privé de sa nationalité française et condamné à mort. Il n'était quand même pas si puissant que ça. Enfin, vous voyez l'aberration à laquelle on arrive quand on fait ça. Et le titre de l'information, de la révélation fracassante, c'est René Cassin derrière. Derrière, parce qu'il y a des complots là, derrière le début de l'immigration afro-maghrébine. Là, on ajoute l'Afrique au Maghreb pour faire bonne mesure. Donc, vous voyez comment le même René Cassin a été utilisé par Marine Le Pen pour justifier la préférence nationale et complètement dénigré par Zemmour et un site de l'extrême droite pour dire au contraire c'est le début de l'horreur, c'est le début de l'invasion du pays par l'immigration afro. Voilà, c'est quand même très intéressant de voir comment ces choses-là sont faites. Alors, est-ce que je suis en train de perdre la notion du temps une fois de plus? Oui. Et je vais arrêter là, et nous poursuivrons la semaine prochaine. Merci beaucoup.